En Alsace, durant l'année scolaire 2022-2023, environ 18% des élèves en maternelle et élémentaire suivent le cursus bilingue paritaire. Plus exactement 17% dans le Bas-Rhin et 20% dans le Haut-Rhin. La moitié des cours y est enseignée en langue française et l'autre moitié en langue régionale, sous sa forme standard allemande et dialectale alsacienne. Poursuivre une scolarité bilingue permet à vos enfants de bénéficier de plein d'opportunités dans leur futur scolaire puis professionnel. Ces bénéfices sont visibles dès le plus jeune âge. Cependant, ce principe fondamental de précocité est menacé par la tendance actuelle de reporter l'entrée au cursus en moyenne section et non plus en petite section de maternelle. En parallèle, l'ouverture de 4 classes immersives dans les écoles maternelles publiques par l'Académie de Strasbourg pourrait renforcer cet apprentissage précoce. Mais le parcours n'est que partiellement immersif. La réalité est donc plus nuancée que cela. Nous avons ainsi invité des universitaires, des enseignants et chercheurs pour avoir un éclairage sur les avantages du bilinguisme et plurilinguisme dès le plus jeune âge. Bonjour madame, et merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Commençons d'abord par vous présenter. Pouvez-vous vous présenter et dire quels sont vos sujets de recherche ? Je m'appelle Ranka Bijel-Jacques-Babic. Comme je vous ai dit, ça c'est un nom d'origine de langue serbo-croate et ça se prononce Bijel-Jacques-Babic. Mais en français, ça peut être tout à fait Bijel-Jacques-Babic. Donc j'étais chercheur, je suis psycholinguiste et j'étais chercheur et enseignante à l'université de Poitiers jusqu'à il y a 3 ans. Maintenant, je suis à la retraite, mais je suis toujours membre de centre de neurosciences intégratives et cognition à l'université Paris-Cité et qui dépend aussi du CNRS, et je fais partie de l'équipe langage et cognition. Et aussi, je suis membre de l'ABEX EFL, qui est donc un laboratoire d'expérimental de linguistique qui regroupe plusieurs laboratoires de différentes universités. Et je m'occupe surtout de la partie valorisation des travaux et de recherche dans le domaine du multilinguisme. Je me présente rapidement, je suis Anémone Gagar-Jaillet, je suis professeure des universités à l'université de Strasbourg, en sciences du langage, donc tout ce qui a trait à la communication. J'encadre des doctorants aussi dans le cadre d'un grand collège doctoral avec 4 pays. Et comme mon nom l'indique, je suis d'origine allemande, donc en fait, en lien avec ce sujet, je suis une bilingue tardive. J'ai commencé le français à l'âge de 10 ans. Et je suis par ailleurs, entre autres, l'auteur de Le bilinguisme pour grandir. Le sous-titre, c'est Naître bilingue ou le devenir par l'école. Et en fait, ça résume un petit peu la trajectoire de la vie et un peu aussi de mes recherches. Je m'appelle Julia Pucci, je suis maître de conférences en didactique des langues. Je travaille sur l'enseignement et l'apprentissage des langues en région frontalière, à partir du plus petit âge, enfin, chez les enfants en maternelle jusqu'à l'université. Et je m'intéresse particulièrement à l'enseignement-apprentissage de l'allemand et du français en région frontalière. Je travaille aussi sur les dispositifs bilingues ou internationaux du côté alsacien de la frontière. Comment travaillez-vous et quelles sont vos méthodes de recherche ? Mes recherches s'appuient sur 2 disciplines, la didactique et la linguistique, avec clairement une dimension appliquée à l'école. C'est ce qu'on appelle le champ de la linguistique éducative. Donc, les langues cibles peuvent être des grandes langues internationales comme le français ou l'allemand, ou des langues régionales, ou des dialectes comme l'alsacien ou le platte-mosellan. Je m'inscris dans une approche sociolinguistique de l'apprentissage en milieu familial et dans le contexte institutionnel scolaire de l'enseignement très souvent précoce des langues, avec toujours des aspects de bi- et plurilinguisme. À côté des publications scientifiques, j'ai participé à plusieurs manuels multimédia en ligne. À l'époque, c'était beaucoup d'audiovisuel et à des applications d'apprentissage en ligne dont le dernier est le jeu éducatif Avencraft. On a peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Un autre pan de mes recherches se préoccupe de la formation des enseignants en contexte des langues régionales ou étrangères et des disciplines enseignées en langue 2. Et je suis co-auteur avec des collègues allemands et suisses
du premier manuel consacré à la didactique du plurilinguisme en langue française, parce que bien avant cet ouvrage, il y avait des publications uniquement en anglais et puis en allemand. Pour les méthodes de recherche, peut-être, je m'inscris dans la linguistique de terrain, ce qui veut dire que je vais sur le terrain. Alors le terrain, ça peut être l'école, des crèches, on enregistre aussi parfois des enfants chez eux, on élabore des questionnaires pour les parents, pour des enseignants, voilà. Donc une fois qu'on a enregistré en classe, par exemple, on fait des transcriptions et puis on analyse, donc ça donne de la recherche qualitative. Alors, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans justement dans l'acquisition du langage chez les enfants, pendant un certain temps dès la naissance, et puis en plus, et puis plus tard par rapport, enfin, dans l'acquisition de langage chez les enfants, chez les nourrissons et chez les tout jeunes enfants. Donc, ce sont des méthodes expérimentales qui donc mettent les enfants dans une situation un peu de laboratoire où on leur présente différents sons, différentes phrases, et on essaye d'un peu de cibler, enfin de préciser certaines capacités tout en sachant que c'est des conditions de laboratoire. Mais nous, j'ai travaillé aussi sur la production du langage chez les enfants bilingues et sur la perception du langage chez les enfants bilingues, donc dans les conditions un peu plus naturalistes, c'est-à-dire à savoir comment les enfants bilingues français-anglais, par exemple, prononcent les mots en français, en anglais, pour savoir est-ce que l'accent, quelles sont les interférences entre les langues chez les enfants qui acquièrent simultanément deux langues. En tant que didacticien, nous avons l'habitude de faire des travaux de recherche de terrain, c'est-à-dire nous ne sommes pas des chercheurs qui restent dans leur tour d'ivoire en train de réfléchir tout seul à ce qui pourrait fonctionner, à ce qui pourrait être intéressant. Je mène donc du coup essentiellement des travaux de terrain qui se traduisent par des approches d'observation participante. Donc je passe du temps dans des classes. Je travaille beaucoup avec des enseignants. Je m'intéresse beaucoup à ce que font les enseignants, mais surtout aussi à ce que pensent les enseignants. Ce courant de recherche s'appelle Teacher Cognition, qu'on peut traduire par cognition enseignante, mais le chercheur qui a essentiellement travaillé là-dessus s'appelle Simon Bork. C'est un chercheur britannique et qui est d'avis, et je partage cette vision des choses, qu'il est aussi intéressant de connaître les représentations des enseignants que leurs pratiques. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se construisent finalement à partir de nos représentations. Enfin, c'est valable pour tout individu. Cette volonté ou ce penchant pour les recherches dites interventionnistes sont à mes yeux particulièrement intéressantes pour la didactique des langues, parce qu'on travaille en partenariat avec des praticiens. C'est aussi plus intéressant pour nous d'associer des praticiens à nos recherches pour pouvoir mieux tester des choses dans les classes, pour pouvoir avoir un accès plus authentique aux apprenants. Et c'est bénéfique pour les deux côtés. Je travaille beaucoup aussi avec des enseignants en formation parce que je trouve que c'est intéressant au moment de la formation initiale, déjà se familiariser avec une approche réflexive de sa pratique. Nous l'avons évoqué en début de vidéo, le fonctionnement du cursus bilingue paritaire en Alsace est malmené par une tendance actuelle de repousser son entrée à partir de la moyenne section de maternelle, et non plus en petite section. Au moins 8 nouveaux sites sont concernés dans le Haut-Rhin pour la prochaine rentrée de septembre 2023. De nombreux changements qui peuvent bouleverser l'apprentissage des langues chez les jeunes enfants. De plus, les parents d'élèves manquent d'informations sur la section, notamment dû à l'arrêt des réunions d'information en présentiel à la rentrée scolaire. Discutons maintenant sur les bénéfices d'un apprentissage précoce d'une nouvelle langue et des impacts du report de l'entrée au cursus bilingue paritaire. Nous connaissons actuellement dans certaines écoles maternelles en Alsace une tendance à repousser l'entrée dans le cursus bilingue paritaire en moyenne section et non plus en petite section. Pensez-vous que ce report en deuxième année de maternelle est une bonne chose pour l'apprentissage d'une nouvelle langue ?
Alors, bon, je n'ai pas, enfin, d'abord, je ne connais pas la raison pour laquelle on a décidé de repousser, pourquoi on ne commence pas dès l'entrée à l'école maternelle. Parce qu'il existe dans l'opinion, je pense un peu auprès des enseignants, l'idée qu'il faut d'abord qu'il y ait une langue qui soit stabilisée, structurée pour qu'on puisse passer à la seconde langue. Alors, ces considérations ne sont pas justifiées, à mon sens, à mon avis, par des travaux et par aussi les expériences, les situations, témoignages des parents. Si les enfants ont une autre langue que le français, par exemple, ou l'allemand, quand ils rentrent à l'école maternelle, il n'y a pas de raison que rapidement, s'ils sont soutenus, s'il y a aussi tout le contexte qui permet la valorisation de leur langue, qu'ils aient des difficultés à acquérir la langue de l'école. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants qui ont deux langues n'ont pas toujours le même niveau dans la langue de scolarisation quand ils rentrent à l'école. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont garder des avantages. Au contraire, ils vont rapidement rattraper le niveau des monolingues et souvent le dépasser. À vrai dire, non. Je pense que c'est extrêmement dommage d'un point de vue de la psycholinguistique et pas seulement de la didactique des langues. On sait que les approches biplurilingues ne nuisent pas à l'acquisition de la langue ou des langues. Et je trouve extrêmement regrettable si l'année de la petite section ne fait plus partie du cursus bilingue. Je dis ça aussi parce que notamment dans le bassin alsacien, il y a beaucoup de dispositifs bilingues dans les crèches avec des bébés, donc des enfants à partir de 3 mois jusqu'à 3 ans, qui sont exposés aux deux langues, qui bien évidemment ne parlent pas au début. Mais au sein de ces crèches, il n'y a pas que des enfants issus de familles mixtes franco-allemandes, mais des enfants de familles franco-françaises ou de familles biplurilingues avec d'autres langues. Et on peut très très bien observer que cette démarche de une personne, une langue et de parler à l'enfant, de proposer ce bain linguistique est bénéfique pour ces enfants et pour tous les enfants. J'ai l'impression que l'école maternelle pourrait s'inspirer des modèles de crèche parce que les éducateurs et éducatrices de jeunes enfants savent que un bébé ne parle pas et passe par plusieurs phases d'acquisition du langage et qu'il faut un certain temps d'exposition qui en plus varie d'enfant en enfant avant de pouvoir produire du langage, des langues, enfin du languaging. Donc si la famille par la suite fait le choix logique d'inscrire l'enfant dans un site paritaire, c'est dommage alors je dirais pas de perdre, mais de faire une année de pause d'exposition à l'allemand ou alors à l'alsacien, parce que l'enfant a déjà bénéficié de cette langue. Oui, bah oui, ou même de la production. Alors, première chose, un jeune âge, les enfants ont une plus grande capacité à absorber de nouvelles informations et à développer des compétences linguistiques. Tout près de chez nous, on a l'exemple du Luxembourg où on oblige tous les enfants d'aller pendant 3 ans à l'école maternelle uniquement en luxembourgeois. Les recherches ont montré que, parce qu'au début c'était une seule année, après c'était 2 et maintenant c'est 3. Donc les recherches ont montré que on a besoin de ces 3 années à l'oral pour être à l'aise dans le luxembourgeois et qui du coup devient de fait la langue de tous les enfants sur le sol luxembourgeois, et il y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas d'origine luxembourgeoise. Donc ça, c'est déjà un premier point qui devrait nous alerter sur le fait de, si eux, ils ont besoin de 3 ans, nous probablement aussi. Donc, d'un point de vue de la nouvelle langue à acquérir pour l'élève, le report du début de l'allemand de la petite section à la moyenne section, ce n'est pas une bonne chose. Par contre, le report de l'entrée dans le cursus bilingue permettrait à certains enfants, on va dire très anxieux, de se familiariser d'abord avec un environnement scolaire avant de commencer à apprendre, en plus, une nouvelle langue. Donc, peut-être pour ces enfants, ça ferait sens, mais généralement, ce danger d'un stress possible avec un nouvel environnement scolaire plus un nouvel environnement linguistique, ce stress, généralement, il est réduit
par le fait qu'on n'ouvre pas des classes avec un seul niveau, mais toujours des doubles niveaux. Donc, si j'ouvre une classe de petite et grande section, par exemple, eh bien, les aînés vont pouvoir aider et rassurer les plus petits, servir de tuteurs, ce qui finalement est bénéfique pour les deux. Donc, voilà. Par contre, donc, dernier point, le report permettrait de mieux gérer les ressources humaines disponibles dans les écoles. Et nous sommes clairement en pénurie d'enseignants tout court et surtout en enseignants bilingues. Donc, voilà, c'est un système. Il y a le côté systémique à regarder, mais du point de vue linguistique, ce n'est pas à conseiller. Pour poursuivre cette discussion sur les bénéfices concrets d'un apprentissage précoce des langues, en quoi un enfant apprend-il plus facilement une langue qu'un adulte, et ce dès le plus jeune âge? Et y a-t-il un âge où cet avantage s'estompe? Dans l'idéal, les sites bilingues adoptent le modèle de l'immersion et auprès d'un public de très jeunes enfants, donc à partir de 3 ans, là, ces dispositifs pédagogiques alimentent plutôt le courant de l'acquisition du langage, d'une seconde langue, et non pas l'apprentissage systématique comme c'était par exemple mon cas quand j'ai appris le français comme langue étrangère à partir de 10 ans. Et l'avantage de ces dispositifs, c'est que l'enfant il dispose encore des mécanismes d'acquisition de sa L1 ou de ses L1, s'il y a plusieurs ou d'autres L1 au sein de la famille. Et les psycholinguistes disent que ces mécanismes sont encore à disposition jusqu'à l'âge de 6 voire 10 ans. C'est-à-dire, on est dans un dispositif d'immersion, dans quelque chose qui s'inspire de l'acquisition, et on n'est pas dans quelque chose de très guidé, systématisé, parce qu'on propose on reste dans une langue autre, et on fait vivre ce bain linguistique à l'enfant, ce qui est souvent compliqué à comprendre pour les parents, voire pour certains enseignants, parce que du coup, on passe forcément par une phase silencieuse. Parce qu'avant que l'enfant puisse produire lui-même, et on le sait pourtant pour les L1, on le sait pour les premières langues, personne ne va attendre d'un bébé de commencer par une phrase complète, correcte. L'immersion, si elle se passe bien, elle mobilise des capacités d'acquisition du langage chez l'enfant. Peut-être qu'il faut d'abord clarifier 2 termes, acquisition et enseignement. L'acquisition, en fait, c'est un contexte non guidé. Tout enfant acquiert une nouvelle langue par ses parents ou par les adultes qui l'entourent. C'est-à-dire, c'est un apprentissage non structuré. On parle avec l'enfant et puis ça finit par rentrer, on va dire, un peu vite comme ça. L'enseignement, ce n'est pas ça. L'enseignement, c'est un contexte guidé. On a des programmes, des volumes horaires, etc., des méthodes. Ce n'est pas la même chose si j'apprends l'allemand comme langue seconde ou comme langue étrangère ou comme langue maternelle. Voilà. Donc, du coup, on a des facteurs externes et internes. Parmi les facteurs externes font partie aussi le contexte familial. Si je suis dans une famille avec 5 enfants, si j'ai donc d'autres enfants qui parlent cette langue ou jamais, si je ne suis qu'avec des locuteurs adultes, ça change, c'est complètement différent. Le statut économique et culturel d'ailleurs des familles aussi. Donc tout ça, ce serait des facteurs externes. On ne peut pas vraiment beaucoup les changer. Voilà. Les facteurs internes, par contre, ça c'est l'oreille, la malléabilité de l'oreille, l'articulation, une écoute attentive, mais également la motricité. Par exemple, on sait que des enfants qui sont en retard moteur, par exemple, pour se déplacer, vont avoir des problèmes aussi pour acquérir le langage, par exemple de la latéralisation, parce que si je ne peux pas me déplacer, le fait d'aller là-bas ou ici ou à gauche ou à droite, si je suis encore immobile, le bébé ne bouge pas encore, eh bien, c'est trop tôt d'apprendre ce genre de choses, par exemple. Voilà. Donc, si maintenant on apprend une 2e langue très tôt, ça veut dire que je rentre dans cette 2e langue avant la formation définitive du palais. Et donc, au niveau articulatoire, ça m'ouvre des perspectives qui, si j'ai 5 ans, 10 ans ou 15 ans, ne sont plus présentes
parce qu'il y a des fenêtres, on va dire, des fenêtres de tir qui se sont déjà un peu fermées, voilà. Donc plus c'est tôt, plus on a une meilleure écoute, une meilleure reproduction du modèle sonore et l'accent finalement, il vient de là ou le bon accent, il vient de là. Mais en fait, une fois que j'ai dit tout ça, donc les côtés un peu techniques, cela ne suffit pas non plus. Susanne Malstedt, une chercheuse allemande, a montré, dès 1996, en fait, en faisant des travaux sur, 32 familles allemandes, heu quels sont les facteurs de réussite du bilinguisme? Et elle a, montré l'importance des stratégies pour arriver à l'objectif d'un bilinguisme le plus équilibré possible. C'est ça l'objectif, on veut que les enfants puissent faire la même chose dans les 2 langues, enfin voilà. Donc parmi ces facteurs de réussite, il n'y a pas que ces côtés techniques, commencer très tôt, pour profiter de l'oreille. Il y a d'autres facteurs de type, si les parents sont eux-mêmes un modèle bilingue, bah, il y a plus de chances de réussite pour les enfants. Si les parents ont une identité biculturelle, bah, il y a plus de chances qu'ils la transmettent. S'ils mettent en place des stratégies pour renforcer la langue faible, il faut déjà identifier laquelle c'est. Par exemple, un couple franco-allemand en France, la langue faible, c'est l'allemand. Alors, il est vrai que les enfants apprennent beaucoup plus facilement les langues que les adultes. Et ils font ça sans aucun effort, sans apprentissage explicite, parce qu'on considère qu'il y a plusieurs théories, plusieurs opinions. Donc, d'abord qu'ils ont une plasticité cérébrale qui est plus développée chez les jeunes enfants que chez l'adulte ou chez l'adolescent, bien que, évidemment, on peut apprendre la seconde langue, une troisième langue à n'importe quel âge. Ils ont des facilités parce que c'est finalement pas un apprentissage, c'est une acquisition quand on se fait de façon simultanée et spontanée dans un milieu où les 2 langues sont parlées, où il est donc exposé aux 2 langues. Après, il y a aussi des positions qui disent que finalement, et ça, il y a un avantage, et on pense qu'il y a un avantage jusqu'à peu près la puberté. Alors, il y a certains qui disent jusqu'à 3-4 ans, il y a certains auteurs qui disent jusqu'à 7 ans, qui a vraiment les capacités optimales, et qu'après, ça diminue un peu dans le sens que, pour certains, et ce qui est tout à fait vrai, lorsqu'on acquiert une langue ou 2 langues, je veux dire, les automatismes, aussi bien au niveau cérébral qu'au niveau phonatoire, se mettent en place. Et donc, il y a une langue qui est apprise par l'individu, donc ces automatismes sont plus difficilement acquis un peu plus tard. Donc, après la puberté, on a plus d'accent, comme vous pouvez l'entendre avec mon français que j'ai appris à partir de 16 ans. Donc, on a plus certains automatismes ne peuvent pas se partager dans les 2 langues. Après, il y a aussi une position qui dit ça c'est dans une théorie qui disent less is more. Ça veut dire l'enfant il a moins de connaissances, moins de mécanismes aussi cognitifs qui sont mis en place. Donc, acquérir une seconde langue et mettre les 2 langues, c'est quelque part plus facile quand le système est encore ouvert, quand il n'est pas encore complètement formé, encore complètement, comment dire, complexifié par tas de raisonnements et tas d'autres capacités cognitives. Donc l'enfant, c'est vrai, ils ont plus de facilité. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on ne continue pas à parler les langues avec l'enfant, à l'exposer aux 2 langues, les enfants, s'ils ont appris plus facilement, ils peuvent aussi très rapidement oublier une langue. Donc, cet avantage, il est à prendre et donc à le consolider, à le persévérer dans l'exposition à ces 2 langues. Quels sont les effets d'un apprentissage de plusieurs langues sur le cerveau des jeunes enfants? Là-dessus, il n'y a pas encore suffisamment d'études et finalement, on sait que c'est les régions qui sont dédiées au langage sont très sollicitées chez l'enfant bilingue et donc cette spécialisation se met en place pour les 2 langues, mais aussi qu'il y a d'autres fonctions comme les fonctions exécutives qui se trouvent dans une partie, dans la région un peu frontale du cerveau, qui sont peut-être plus développées et plus précocement développées chez l'enfant bilingue, de sorte qu'il peut passer facilement d'une langue à l'autre, son attention peut peut porter plus facilement d'un stimulus à un autre. Ils peuvent aussi utiliser ces mécanismes qui nous servent à inhiber
certaines actions et certaines informations qui ne sont pas pertinentes. Donc, ne pas utiliser ces fonctions pour ne pas parler dans les deux langues, ne pas confondre les langues, donc de se cantonner toujours à une seule langue. Donc, c'est vrai que ça développe plus précocement certaines fonctions, mais ça ne veut pas dire que les enfants bilingues sont les plus intelligents, mais ils peuvent avoir certains avantages à ce niveau à un moment donné et peut-être tout au long de la vie. Et les travaux de certains chercheurs montrent, par exemple, le côté structurant de l'allemand sur le plan neurologique, qui aurait même des effets bénéfiques sur le français. C'est peut-être un bon argument. Il y a d'autres travaux qui montrent, j'ai dirigé une thèse au niveau des crèches bilingues, eh bien, on a mobilisé des travaux anglo-saxons qui montrent que les pleurs d'un enfant natif français, ces pleurs montrent une intonation montante qui correspond à la langue française. Alors que les pleurs, il s'agit de tout petits bébés de 3-4 mois, hein, les pleurs d'enfants bilingues, d'enfants allemands, pardon, ont une prosodie descendante. Et donc, c'est déjà un fait que visiblement, même quand on ne parle pas encore en termes de mots, on intériorise les prosodies des langues en question. Peut-être encore deux, trois éléments. Les bébés bilingues précoces, donc qui sont bilingues dès la naissance, dans leur cerveau, en fait, ils développent une grosse zone de langage. Alors que les bébés ou les personnes bilingues tardives développent 2 zones distinctes avec une zone un peu Tampon, voilà, exactement, voilà. Donc là, au niveau neuronal, imagerie du cerveau, etc., on peut très bien comprendre qui est bilingue depuis la naissance et qui ne l'est pas. Voilà. Et puis, je pense qu'on a définitivement réglé le mythe le cerveau serait une sorte de réservoir qui risque de déborder si on le remplit de trop. De trop veut dire si je le remplis de 2, 3, 4 langues, il va déborder. On n'en est plus là et les recherches d'imagerie par résonance, etc., magnétique montrent que ce n'est pas ça. Si on prend les travaux sur la maladie d'Alzheimer, par exemple, les bilingues déclenchent en moyenne 5 ans plus tard la maladie d'Alzheimer, ce qui est une bonne info pour toutes les personnes bilingues. Par contre, une fois que les symptômes ont commencé, qu'on a déclaré la maladie, l'évolution de la maladie est la même. Pour les chercheurs en plurilinguisme, il est clair et depuis pas mal d'années que cette exposition à plusieurs langues, que ce soit dans des dispositifs bilingues, donc de type immersion, ou par des approches de type éveil aux langues, que c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'enfant, qui travaille une certaine conscience au niveau du langage ou des langues, qui travaille aussi une certaine conscience et perception de la phonologie, de la différence entre les langues, mais aussi les similitudes. Il y a souvent cette peur de « oh là là, mais l'enfant, il va mélanger ses langues et c'est des processus qui sont normaux, qui sont tout à fait reconnus par les chercheurs en psycholinguistique, mais aussi en didactique des langues. Mais les travaux scientifiques ont montré que l'enfant, il est bien conscient de son répertoire pluriel et que c'est un enrichissement pour l'enfant. J'ai envie de dire aussi que c'est une ouverture d'esprit qui, du coup, se traduit par cette ouverture envers les langues. Les enfants sont les premiers à être conscients que au sein de leur classe ou au sein de leur groupe, il y a plusieurs langues, il y a des enfants qui parlent d'autres langues que eux-mêmes et que cette curiosité et cette ouverture envers cette altérité, je dirais, elle est plus facile, je dirais, à comprendre si on est exposé tôt à cette réalité. Y a-t-il aussi des effets sur le développement plus global des enfants au niveau des interactions sociales, par exemple? On a utilisé pendant très très longtemps la méthode une personne, une langue. Donc, on a même préconisé, c'est bien si le papa il parle telle langue, la maman une autre. Et donc, on s'en est inspiré un peu
pour les classes bilingues, puisque le principe c'est le même, une personne parle une langue et l'autre maître parle l'autre langue. Ce principe-là, on le remet un petit peu en cause. Il marche toujours bien pour le jeune âge, mais il n'est pas exclusif, c'est-à-dire c'est pas la seule méthode qui marche, on va dire. Il y a maintenant pas mal de parents monoparentales, on va dire, des familles monoparentales, qui arrivent très bien à transmettre 2 langues. Il y a aussi donc le fait dont je parlais tout à l'heure, les stratégies. En fait, ce qui est plus important maintenant, c'est les stratégies familiales pour renforcer la langue identifiée comme langue faible. Et du coup, aujourd'hui, on parle plutôt de répertoire bilingue. Et dans le répertoire bilingue, ça comprend toutes mes langues, apprises naturellement ou dans le contexte scolaire, voilà. Et donc là, au niveau effet social, les enfants bilingues, notamment de naissance, notamment dans le contexte franco-allemand, eh bien, ils aiment parler mishmash. Ils aiment parler mixité dans la même phrase de mots français et allemands. Et on le voit aussi dans d'autres communautés. C'est à la fois pour inclure ceux qui savent parler mishmash, parce que tout le monde n'est pas à l'aise dans les deux. Il faut vraiment être à l'aise dans les deux pour pouvoir switcher comme ça. Soit pour exclure d'autres personnes qui ne sont pas à l'aise au même degré. Donc ça, il y a des recherches plutôt récentes qui montrent que au niveau interaction sociale, ça change un petit peu la donne. On n'est pas que carré, on parle pas qu'une langue avec une personne. On peut très bien parler en 2 langues à une personne, voire switcher entre les 2. Les enfants n'ont pas peur des langues étrangères, contrairement aux ados et aux adultes. Les petits-enfants regardent aussi bien des vidéos YouTube en anglais qu'en autre chose, parce que c'est l'attrait des images. Donc là, il y aurait peut-être quelque chose à persévérer pour leur enlever la peur de parler à un moment quand ils sont plus grands. Voilà. Si on utilise cette espèce de modèle bilingue, savoir jongler entre les langues et les cultures, forcément on vit un modèle d'ouverture au monde et de plus de tolérance vers toutes les différences. Ah bah oui, puis ils parlent pas commun, bah voilà, c'est comme ça. Donc ça change à moyen terme quand même les interactions sociales et on en voit déjà les effets maintenant. Quand l'enfant est exposé tôt à une autre ou à d'autres langues, il n'y a pas ou moins cette peur de essayer des choses, essayer de s'exprimer dans une langue qu'on maîtrise moins ou pas encore ou qu'on connaît peu. De, parce que c'est plus ludique, parce qu'on a appris des chansons, parce qu'on trouve que le son d'un certain mot est rigolo. Enfin, donc il y a un contact plus naturel, je dirais, avec la diversité linguistique. Je suis d'avis que le plurilinguisme, c'est quelque chose qui doit être promu si on veut que nos sociétés deviennent des sociétés plurielles, ouvertes vers les autres, non pas dans une logique de j'ai ma langue maternelle, j'ai un niveau B2 en anglais et puis un niveau B1 dans telle et telle autre langue. Enfin, on n'est pas dans quelque chose d'additif qui finalement serait une logique de maîtrise, mais bien séparée entre les différentes langues. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est plus une conscience et peut-être aussi une adoption d'un répertoire plurilingue et pluriel en termes de langue, mais aussi en termes de compétences inter- ou transculturelles pour pouvoir interagir avec d'autres personnes qui vivent différemment de nous, qui ont d'autres habitudes, qui vivent peut-être dans la même ville, mais qui ont une autre vision sur le monde ou sur certaines habitudes de la vie quotidienne. Enfin, ça, on a trouvé aussi dans certaines études que finalement, les enfants, comme ils ne sont pas toujours aussi performants dans les 2 langues, parce qu'ils acquièrent en parallèle et de lexique, et de système syntaxique, et de façon aussi de parler, et de culture, c'est que aussi quand ils sont dans des situations un peu de difficulté, d'abord, ils utilisent les connaissances d'une langue quand ils parlent dans l'autre langue, donc donc il y a une alternance du code switching, donc ils peuvent aussi, sans que ça soit une confusion, un mélange de langues, mais utiliser les 2 registres pour s'exprimer et aussi être beaucoup plus communicatifs dans le sens ils utilisent tous les moyens pour rentrer en interaction avec les autres personnes. Après, on dit aussi qu'ils ont
des capacités aussi un peu créatives plus développées à des moments donnés. Et donc, finalement, utilisent des capacités cognitives, tout ce qui est à leur disposition pour pouvoir aussi communiquer et se comporter avec, dans les différents environnements. Est-ce que certaines langues maternelles faciliteraient l'apprentissage de d'autres langues? Quand on est dans des dispositifs d'immersion, on peut être exposé, excusez-moi pour cette expression, à n'importe quelle autre langue parce qu'on est dans un bar linguistique. Et c'est exactement ce qui arrive à des enfants qui, avec leur famille, ont dû quitter leur pays et se retrouvent du jour au lendemain ou après quelques semaines d'attente dans une crèche en France et qui acquièrent du coup le français par exemple comme langue seconde. Donc je trouve que cette question elle se prête pas au dispositif bilingue, mais je vois où vous en voulez venir. Je trouve que c'est un peu ce cliché qu'on a de dire qu'en France les personnes ne sont pas douées pour l'apprentissage des langues. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Enfin, parce que du coup, on revient sur des stéréotypes nationaux quand même assez prononcés. Si on parle de dispositifs bilingues, ce que j'expliquais avant, il y a une très grande flexibilité au niveau du cerveau et au niveau des compétences cognitives de l'enfant et aussi au niveau des sons. Qui seront encore capables de produire, qui sont beaucoup plus difficiles à produire pour un apprenant plus âgé. Je donne l'exemple d'une apprenante germanophone que j'étais, à pouvoir distinguer entre les nasales en français à partir de l'âge de 10 ans. Enfin, ça m'a coûté plusieurs années à bien maîtriser ces aspects-là. Oui, enfin, c'est vrai, et ça, il y a des études qui existent aussi, que finalement, acquérir les langues qui font partie de la même famille linguistique, c'est souvent plus facile pour les enfants. Il y a des structures et grammaticales qui sont similaires, il y a aussi des mots qui sont similaires, même s'ils ne se prononcent pas de la même façon. Et puis plus tard, aussi au niveau de l'acquisition de l'écrit, les transferts se font d'une langue à l'autre lorsque c'est le même alphabet, lorsque c'est le même sens d'écriture. Puis après, lorsque aussi les phonologies ne sont pas très différentes et aussi les structures grammaticales. Donc, il y a des facilités qui existent évidemment lorsque les langues sont plus proches. Mais ça n'empêche pas pour que les enfants apprennent des langues très, très différentes et sans plus grande difficulté que lorsque les enfants sont plus proches. Peut-être avec un décalage ou un délai dans le temps, mais pas forcément dans la compétence ou dans la maîtrise. Alors, les locuteurs du français langue 1 ne sont pas vraiment en avantage, on va dire. Alors, pourquoi je dis ça? Il y a certaines difficultés de la langue française qui est la première langue pour apprendre à base de celle-ci d'autres langues. Je vais donner 3 exemples assez parlants. En français, l'accent est fixe, alors que dans la plupart des autres langues, l'accent n'est pas fixe. Deuxième exemple, la construction des mots, donc la morphologie, en français est basée sur un enchaînement consonne-voyelle, consonne-voyelle. En allemand, par exemple, c'est qu'un tiers des mots qui sont construits comme ça. Et ça, un locuteur français francophone qui est habitué à avoir toujours une consonne, une voyelle, une consonne, quelque chose de très régulier, ben, il n'est pas à l'aise avec des langues qui ne font pas la même chose. Voilà. Et troisième exemple, pour l'écrit, cette fois-ci, l'orthographe. L'orthographe en français est truffée de, on va dire, vestiges historiques, des tas de choses qu'il faut écrire, mais on ne les entend pas. Voilà. Et là encore, en allemand, par exemple, c'est beaucoup plus transparent. Tout ce qu'on entend, il faut aussi laisser une trace écrite, ou à l'inverse, si on n'entend rien, ce n'est pas la peine de rajouter un E ou quelque chose derrière. Voyez. Une fois que j'ai dit ça, bon, vous allez me dire, bah oui, mais du coup, personne ne peut vraiment apprendre le français. Ben non, heureusement. Mais en fait, c'est la qualité et la quantité de l'apport de la langue, donc on appelle ça input avec le terme anglais, qui détermine le degré de maîtrise. Alors output, donc que ce soit en France ou à l'étranger, on apprend très bien le français, mais il faut y apporter un certain soin et une certaine endurance, enfin un phénomène dans la durée. Il y a des langues qui, dans leur répertoire de former les mots, disposent de plus de phonèmes. Alors, c'est quoi un phonème? C'est une unité sonore minimale
qui permet de distinguer deux mots au point de vue du sens. Donc, selon les langues, ce n'est pas les mêmes phonèmes qu'on a. Alors, il va de soi que partir avec une langue qui a beaucoup de répertoire de sons vers une langue qui en a beaucoup moins, bah, ça semble plus facile que l'inverse. Eh bien, c'est comme ça. Et le deuxième argument, nous avons ce qu'on appelle une oreille ethnique. C'est-à-dire que notre oreille est formée selon la langue maternelle ou les langues maternelles. On a donc certaines langues ont une préférence pour certaines plages ou certaines zones du spectre sonore. Le spectre sonore s'exprime en Hertz. Donc, l'allemand, il va par exemple de 125 Hertz à 3000 Hertz. Le français aussi de 125 à 2000, mais entre-temps, il a une coupure de 1000 Hertz. Donc, vous voyez qu'il reste beaucoup moins. Et le russe, je reprends le russe parce que c'est vraiment l'exemple contraire, il va de 125 à 120 000, sans coupure. C'est évident qu'un locuteur russophone qui dispose dans sa première langue d'un répertoire de phonèmes de sons très important va avoir beaucoup moins de problèmes d'apprendre le français qui n'en a que très peu, comparativement. Donc, les locuteurs russophones, généralement, ont un très bon accent en français parce qu'ils partent de beaucoup à peu. L'inverse n'est pas aussi vrai. Partir de très peu et développer une oreille à l'âge adulte, peut-être pour des sons qu'on n'a jamais entendus et pour lesquels il faut vraiment s'entraîner déjà pour les entendre. Et si je ne les entends pas vraiment complètement, je ne peux pas les produire. Il faut par exemple utiliser l'intercompréhension des langues. Je peux très bien comprendre l'italien, même si je n'en ai jamais fait, parce que je maîtrise le français, par exemple. Parallèlement au report de l'entrée dans le cursus bilingue paritaire, 4 classes de maternelle publiques en Alsace vont proposer, dès septembre 2023, un enseignement immersif, mais qui en réalité s'avère être un enseignement immersif partiel. Il est prévu que 75% des cours seront assurés en allemand et alsacien et 25% en français. Décision que notre association de parents d'élèves conteste en la faveur d'une offre complète en langue régionale alsacienne. Échangeons maintenant sur la pertinence de la place accordée au français dans ce type de parcours immersif. Pour le contexte, l'Académie de Strasbourg a annoncé l'ouverture de 4 classes immersives dans les écoles publiques avec 25% de cours en français. Le rectorat a justifié cette décision par un souci d'égalité entre les élèves. Les enfants de ce parcours rencontreraient un retard dans l'apprentissage du français. Pourtant, les écoles privées en Alsace ABCM Zweisprachigkeit proposent une immersion complète à hauteur de 50% en allemand standard et 50% pour l'allemand dialectal ou alsacien. Un enseignement en immersion complète est d'ores et déjà à l'œuvre dans d'autres académies et de nouvelles ouvertures de classes y sont prévues pour la rentrée 2023. Ainsi, nous arrivons à notre question. Selon vous, est-ce que l'enseignement totalement immersif dès la petite section de maternelle est un obstacle à l'apprentissage du français? Alors, moi, je pense que non. Et que finalement, il existe toujours dans l'opinion et même au niveau de l'éducation nationale, et j'essaie aussi, à travers le Conseil supérieur des langues auquel je participe, de faire comprendre, enfin, de faire diffuser les connaissances qui disent qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de raison que le français soit mal acquis. S'il y a une autre langue qui est enseignée à l'école, c'est une autre langue qui est aussi parlée dans les familles. Alors, on sait que les résultats montrent que le niveau de français baisse un peu dans les différentes évaluations, dans le PISA, mais c'est aussi, ça concerne les monolingues. Donc, il n'y a pas de raison, et au contraire, souvent, les enfants qui ont plusieurs langues, ils sont souvent, si les conditions sont bonnes et si il y a une valorisation, un soutien des familles et de l'école et de la société, ils sont souvent meilleurs que les monolingues. Donc, cette idée aussi que le français va subir, qui va pâtir parce qu'il y a une autre langue, n'est absolument pas justifiée. C'est une question, pour moi, dans notre politique et pas du tout dans notre pédagogique. Je refuse de donner une réponse binaire parce qu'on sait encore peu de choses sur comment va s'articuler le nouveau dispositif qui va ouvrir à la rentrée.
comme je viens de l'évoquer, ma future doctorante Lucille Ham, elle va s'intéresser à ces classes-là, elle va les suivre de manière longitudinale. Étant donné que nous nous trouvons en France et que la langue qui est parlée dans la vie de l'enfant est majoritairement la langue française, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur que cette langue se perde ou soit apprise de manière moins efficace à partir du CP. Enfin, on est quand même dans une logique de l'oral à l'école maternelle. Et je sais que Anne-Emmanuelle, elle mène le projet PIL actuellement dans les écoles ABCM, de tester ce type de classe. Ça ne veut pas dire non plus immersion totale ou immersion en allemand et en alsacien, que le français soit banni de la salle de classe. Cette langue, elle sert quand même de pont en quelque sorte. C'est naturel que l'enfant, pour s'expliquer ou pour expliquer à des amis ce qu'il a compris en allemand ou en alsacien, va passer par le français. Donc, ce translanguaging ou cette alternance codique, elle doit être possible dans les dispositifs qui sont complètement en immersion. Je ne souhaite pas me positionner sur lequel est le meilleur modèle, parce que le deuxième modèle va juste être initié au mois de septembre, et l'autre modèle, on n'a pas encore suffisamment de recul sur ce qu'on voit. Mais alors, il faudrait peut-être du coup s'interroger sur la place qu'on accorde au français. Parce que s'il y a cette peur d'une maîtrise insuffisante du français, on revient finalement à quelque chose de sous-jacent qui dit que c'est la maîtrise du français qui est finalement primordiale. Et on veut bien faire de l'immersion, mais bon, si c'est au détriment du français, le fait de mobiliser les deux langues en même temps, c'est quelque chose de tout à fait normal, donc il ne faut pas s'inquiéter. Apprendre tôt une deuxième langue n'empêche nullement d'apprendre une autre langue très bien, voire aussi bien ultérieurement. Donc, le besoin naturel de l'enfant est de communiquer. Il peut le réaliser en raison de situations très concrètes en maternelle. On apprend en maternelle avec des choses très concrètes. Si l'enseignant dit zieh deine Schuhe aus und zieh die Hausschuhe an, donc enlève tes chaussures, mets tes pantoufles, c'est qu'en même temps, c'est le moment de la journée qu'il indique, on voit d'autres enfants le faire, etc. Donc, c'est basé sur du très concret. L'enfant va donc apprendre à communiquer, on va dire, en alsacien et en allemand avec ses deux maîtres pendant les heures d'enseignement. Ça ne veut pas dire que le français n'est pas présent. Déjà, il ne sait pas tout de suite répondre en allemand ou en alsacien, donc il va répondre avec les moyens du bord, donc il va répondre en français. Mais l'enfant va surtout continuer à utiliser le français entre camarades, c'est son seul moyen pour exprimer ses besoins communicatifs. Hein. Donc, entre camarades, à la récréation, pendant les heures de cantine, souvent pendant le périscolaire, il y aura du français. Donc, le conseil pour les familles francophones serait qu'il n'y a pas de problème, mais que ce serait bien de profiter de ces moments hors enseignement pour stabiliser le français. Alors, à l'inverse maintenant, est-ce que les enfants qui sont en bilingue allemand-alsacien chez ABCM, est-ce qu'ils vont avoir un niveau moins élevé en français puisque jusqu'au CP inclus, ils ne vont pas pratiquer le français comme langue d'enseignement. Nous avons évalué 284 enfants issus des 3 filières, donc le bilingue français-allemand, moitié-moitié, l'immersif, moitié allemand, moitié alsacien, et le monolingue, en sachant que dans le monolingue, il y a aussi de l'allemand obligatoire en Alsace. Donc, nous avons réalisé des tests de fluence. Alors, qu'est-ce que c'est? Un test de fluence, c'est pendant 1 minute, l'enfant lit un texte standardisé et quand la minute est terminée, on fait un trait. Toutes les erreurs qu'il a pu faire en lecture, on enlève le mot en question et donc ça lui fait un score. Eh bien, nous avons les premières évaluations donc terminées. Donc, sur 2 années, 2022 et 2023, on n'a pas trouvé de différence significative entre les groupes. Il ne faut pas craindre que les élèves n'arrivent pas aux compétences académiques en français, mais
avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur attention à l'orthographe en français, il est quand même bon de démarrer et de continuer donc finalement jusqu'à la fin du CM2. Ce qu'ils ont déjà pu travailler dans une autre langue, le fait par exemple de comprendre qu'il y a des sujets, des verbes, etc. Donc toutes ces entrées dans la grammaire, ils le font une fois dans la vie, une fois qu'ils ont compris pour une langue et ils peuvent le transposer dans une autre langue. Donc il y a des choses qui vont très, très vite pour la deuxième langue. Donc, il n'y a pas de souci, à avoir, au contraire, si les résultats pour le français sont à peu près les mêmes, quelle que soit la filière, bah, alors allons en filière bilingue. Nous remercions une nouvelle fois les linguistes qui ont bien accepté de vouloir répondre à nos questions et d'apporter leur éclairage sur ces sujets importants. Vous trouverez plus d'informations sur leurs travaux sur les sites internet des universités en description de vidéo. Si vous êtes concerné par ce report de l'entrée au cursus bilingue, si vous avez la moindre question sur la section, ou si vous souhaitez vous mobiliser à nos côtés, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les informations et nos coordonnées sont disponibles sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À bientôt!